l'argent qui a été créé, les 100 000 qui ont été créés, ils vont être peu à peu détruits au fur et à mesure que vous remboursez. Donc on détruit le principal, mais il reste la dette, les intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'on vous prête 100 000, mais en fait, il faut rembourser beaucoup plus. Il va falloir rembourser 100 000, 120 000 ou 130 000 en fonction des taux d'intérêt. Et donc, il y a un problème de où passent ces intérêts, où vont-ils? Eh bien, premièrement, ils vont dans le capital de la banque et où restent sous forme de dette. C'est-à-dire que, voilà, vous allez payer votre banque, il y a une partie de l'argent qui va servir à payer les employés de la banque, le président, le directeur, tout ça, et une partie qui va directement au capital de la banque. Ou alors, mieux, ça reste sous forme de dette. Et ça, c'est super parce que du coup, voilà, pendant 20 ans ou 25 ans, vous devez rembourser. Et donc, vous devez travailler. Et donc, vous devez faire vivre cette monnaie, en fait. Et le problème, c'est que la monnaie créée lors du crédit, elle ne va pas permettre de rembourser les intérêts. C'est-à-dire qu'il va toujours falloir chercher de l'argent en plus pour rembourser les intérêts. Puisque vous avez créé 100 000 d'argent à partir de rien, et il va falloir rembourser 120 000 avec les intérêts, mettons 120 000. Donc il faut trouver les 20 000 qui manquent, et pour ça, il faut que quelqu'un d'autre en fait, emprunte, lui-même fasse un crédit, qui vous paye à vous avec son crédit, et cet argent va permettre de rembourser vos intérêts, quoi. Mais du coup, on n'a fait que déplacer, parce que lui-même, il a un crédit, et lui-même, il doit trouver de l'argent pour rembourser ses intérêts, quoi. Et donc, il faut que quelqu'un réemprunte, et il faut toujours créer plus de monnaie pour pouvoir rembourser les crédits précédents. Et donc, toujours plus de dettes. Il faut toujours qu'on emprunte plus pour rembourser la dette d'avant. Et donc, il faut que pour que ça ne s'écroule pas, il faut soit toujours plus de dettes, soit une croissance, la croissance qui permettrait en fait de donner plus de valeur au billet, à la monnaie, et donc permettre de rembourser les intérêts. Et l'autre, voilà. Et quelles sont les conséquences de ce système-là, qui est donc un système de dette? C'est en premier que ce sont les banques qui décident à qui elles prêtent, qui a le droit de créer de l'argent. Donc, elle va favoriser forcément les entreprises qui rapportent, qui sont très rentables, c'est-à-dire celles qui exploitent le mieux les autres, la nature, etc. Puisque c'est ça qui va faire le plus de profit. Hein, parce que tout le système monétaire et économique est basé sur la recherche du profit par les entreprises. Il faut que les entreprises fassent du profit pour pouvoir continuer à vivre, se développer, etc. Et cette recherche de profit, elle se fait au détriment de tout le reste, malheureusement. Donc on va prêter aux entreprises qui rapportent le plus, les Total, les multinationales au final, ou aux particuliers qui rapportent. Alors les particuliers qui rapportent, c'est soit les riches qui vont pouvoir acheter plus de choses, investir, faire des investissements, acheter des immeubles, etc., et se devenir encore plus riches, soit pour les pauvres, on leur fait des crédits, mais à des taux très élevés, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir, il ne faut pas utiliser cet argent pour s'en sortir, très difficilement. Et donc ils sont un peu coincés dans ce système de remboursement perpétuel de la dette. C'est ce qui se passe notamment pour les pays pauvres en Afrique. Enfin, voilà, c'est un moyen qu'on a eu pour garder notre emprise et pouvoir capter les ressources finalement. Et donc ce qui se passe, c'est qu'avec ce système-là, forcément les inégalités se creusent, puisque les riches peuvent devenir de plus en plus riches, et il y a une concentration de la richesse. Et puis, finalement, le remboursement total de la dette est totalement impossible. Parce que si on remboursait toutes les dettes, il n'y aurait plus du tout de monnaie en circulation. Et donc, on pourrait plus, ça ne fonctionnerait pas. On ne peut pas rembourser totalement la dette. Et donc, il faut qu'il y ait toujours plus de dettes, et il faut qu'il y ait toujours plus de croissance pour rattraper cette dette. Et c'est une fuite en avant, comme ça, perpétuelle, quoi. Et nous, tout ce qu'on peut faire, finalement, c'est rechercher cette croissance, et donc participer, et donc travailler pour faire de la croissance, faire plus de richesse pour pouvoir rembourser la dette qu'on s'est soi-même créée, quoi. Il ne reste que l'obligation de travailler. Et ce besoin de croissance, finalement, on se rend compte aujourd'hui, avec tous les problèmes
écologique, climatique et même politique, économique, etc., que finalement, cette recherche perpétuelle de croissance qui est liée à ce problème de création monétaire, de la dette, eh bien, mène à des politiques qui sont purement suicidaires pour nous. C'est-à-dire que là, on crée, enfin, on participe à un système qui détruit les conditions de notre propre existence, quoi. Et autrement dit, on peut aussi retourner la chose et dire que finalement les contribuables, en utilisant les euros, ils vont financer la destruction de la planète. Pour être un petit peu faire des raccourcis, hein, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire que nous, en utilisant des euros, quand on utilise des euros, finalement on finance la destruction de la planète. C'est ça, il faut le comprendre, il faut l'avoir dans la tête pour bien prendre la mesure des choses, quoi. C'est-à-dire que là on est dans une situation critique et on essaie de trouver des solutions pour s'en sortir. Et peut-être que la monnaie fait partie de la solution. Si on pouvait trouver une autre façon de faire de la monnaie, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions. Voilà, et donc ce que je veux vous montrer ici, là, c'est la masse monétaire de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Donc la masse monétaire, c'est la quantité totale d'argent qui circule. Alors, il y a 3 couleurs parce que habituellement on définit des groupes. Le M1, là, en bleu, ce qu'on appelle M1, c'est la masse monétaire des billets en circulation et des pièces, et aussi vos comptes de crédit, voilà, vos comptes courants, quoi. Puis après, M2, M3, ça va être cet argent-là, plus les obligations à terme sur 2 ans, enfin, voilà, des titres financiers qui sont considérés comme de la monnaie, puisqu'ils peuvent s'échanger aussi, pareil, quoi. Et ce qu'on voit, et en vert c'est le taux de croissance, on s'en fout, on ne regarde pas. Et ce qu'on voit, c'est que depuis, donc ça c'est 97, et ça c'est 2020, en mars 2020, on a drôlement augmenté, hein, puisqu'on est passé de 4 000 milliards à 14 000 milliards d'euros en circulation. Donc on a quand même, voilà, c'est pas anodin, puisque ça veut dire que, vous savez tout à l'heure, quand on augmentait le nombre de pièces, mais qu'on gardait une tarte, ça veut dire que la valeur des pièces diminue, l'inflation. Et donc là on voit bien que, voilà, il y avait cet effet d'intérêt, voilà, si on continue la courbe, ça fait une courbe exponentielle, hein, parce qu'à chaque fois il y a de plus en plus de dettes et de crédits à rembourser. Là il y a eu la crise de 2008 qui est venue mettre un coup d'arrêt sur cette croissance de la masse monétaire. Et puis après, ça a repris bon an, mal an. Et ici, là, on voit que ça commence à avoir un énorme décrochage. Et ça, c'était en mars 2020. On a pris genre 1000 milliards. Ils ont créé 1000 milliards d'euros juste en quelques mois, quoi. Et là, ça continue, hein. Si on regardait maintenant, on serait peut-être à 14 000 milliards. Enfin, voilà. Là, c'est énorme. Actuellement, ils sont en train de racheter, les banques centrales rachètent toutes les dettes de toutes les banques parce que ça devient complètement n'importe quoi. Et ils sont obligés d'aller dans cette fuite en avant. Donc il y a eu même cette histoire de quantitative easing qu'on appelle, c'est-à-dire ils arrosent tout et ils font des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certaines entreprises, vous pouvez emprunter et on vous paye pour votre crédit. Donc là, c'est pas vous qui payez des taux d'intérêt à la banque, c'est la banque qui vous paye pour que vous fassiez un crédit, quoi. Parce qu'ils ont vraiment besoin de faire de plus en plus de crédits pour essayer de rembourser la dette d'avant, mais en faisant ça, ils font encore plus de dettes. Et donc, voilà. J'espère que vous avez compris. C'est bon jusque-là? Ok, je fais mon coup. Excusez-moi. Ok. Donc là, on voit bien qu'on venait face à un énorme problème. Et donc, quelles sont les solutions? Là, on sait qu'il y a une crise économique qui est en train de couver, et ça peut que mal se passer, quoi. Donc il faut vraiment qu'on trouve des alternatives, en fait. Alors, les alternatives, quelles sont les alternatives à l'euro? Alors d'abord, il y a effectivement le troc. Donc ça se pratique toujours.
et c'est une bonne chose. Voilà, l'échange direct, voilà, j'ai un objet, je te le donne, et puis toi, plus tard tu me donneras quelque chose, ou je te rends un service, etc. Ça marche très bien, ça a toujours marché, et il faut continuer. Ensuite, on a les CEL, ce qu'on appelle les CEL, c'est pour système d'échange locaux. Donc là, c'est des crédits mutuels sans monnaie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de monnaie, mais on va faire des grains de sel, c'est-à-dire je te rends un service et tu me payes 20 grains de sel, et puis avec ces 20 grains de sel, je vais pouvoir moi acheter un autre service. Donc ça marche bien, c'est des petits systèmes très locaux. Ici on a le sel 66, il y a plusieurs groupes, à Perpignan, à Céré, etc. Et ça fonctionne bon an, mal an, on va dire, mais c'est une solution qui fonctionne, quoi. Ensuite, on va avoir le jeu, qui est le jardin d'échange universel. Donc là, c'est un peu la même chose. Voilà, dans le sel, le problème du sel, si vous voulez, c'est que pour que ça fonctionne correctement, enfin, idéalement, il faut qu'il y ait de la comptabilité. Il faut qu'il y ait une comptabilité qui soit centralisée et qu'on ait l'information de qui a donné quoi pour avoir les comptes à jour. Et donc, ça, c'est compliqué, quoi. C'est contraignant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse les comptes, etc. Et donc, il y a eu le jeu, donc Cathy pourra vous parler, qui est une monnaie comptable autogérée. C'est-à-dire que là, on va avoir chacun un carnet. Et puis, quand on va faire un service chez quelqu'un, enfin, par exemple, moi, je vais acheter une heure de coiffure, si on a besoin, et ben, on va définir ensemble quel est le prix que je veux payer, enfin, qui veut me fournir la prestation, quoi. Et c'est lui qui va écrire sur mon carnet, et moi, je vais écrire sur son carnet l'échange qu'on a fait. Et donc, voilà, chacun a son carnet. Il n'y a pas de comptabilité centralisée, hein, quelqu'un qui saurait tout, mais par contre, chacun a ses échanges à lui. Et on a le total d'échanges que chacun a fait. Sachant que voilà, on n'écrit jamais dans son propre carnet, on écrit toujours dans le carnet de l'autre. Ça, c'est une solution qui est très intéressante, puisque du coup, elle peut s'appliquer partout, tout le temps, et n'a besoin d'aucune infrastructure ni rien. Ensuite, on va voir le Soudaki, donc Soudaki, qui est la monnaie dette locale. Donc c'est une monnaie locale complémentaire, ce qu'on appelle habituellement. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui va servir exclusivement sur un territoire donné. Donc par exemple ici c'est autour de Prades, qui est surtout très développé, le Soudaki. Et donc il y a des artisans qui vont pouvoir vendre des boulangers, etc., qui vont pouvoir vendre des prestations en Soudaki. Et eux, ils vont se fournir ou ils vont pouvoir acheter des choses en Soudaki. Mais le Soudaki, donc, c'est une monnaie qu'on achète avec des euros. Il y a une correspondance exacte, c'est-à-dire un Soudaki, c'est 1 euro. Et donc, pour pouvoir participer à ce truc-là, il faut donc adhérer à l'association du Soudaki et acheter des Soudaki. On achète des Soudaki en euros, et puis on a des billets qui sont des Soudaki, qui correspondent aux euros, mais qu'on ne peut dépenser que ici. Donc c'est la monnaie dette, parce que il y a eu à un moment donné une création d'euros pour pouvoir acheter ces trucs-là, mais au moins on est sûr que c'est l'argent qui circule entre nous, quoi, enfin sur notre territoire. Il ne va pas partir pour financer Total ou quoi, bien que, comme on a acheté des euros, avec des euros le Soudaki, et bien à un moment donné il y a un capital, il y a tout l'argent de l'association qui est en euros, qui lui va être placé sur des comptes, et là on ne sait pas trop, suivant chez qui on place, on ne sait pas trop où va l'argent finalement, à quoi il sert. Mais bon, en tout cas, localement, ça marche, ça permet de développer une économie locale, quoi. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on appelle maintenant les crypto-monnaies. Donc dans les crypto-monnaies, on va voir ce que c'est. Il y en a particulièrement une à laquelle on va s'intéresser ce soir, qui est la monnaie libre, voilà, qui est une monnaie, une crypto-monnaie. Alors, c'est quoi la monnaie libre? C'est bon, pas de questions là sur... Alors, la monnaie libre, c'est quoi? Alors, c'est une monnaie qui a été théorisée par un certain Stéphane Laborde en 2010, qui a écrit sa théorie relative de la monnaie, qui est un bouquin voilà, Stéphane Laborde, lui, c'est un des mathématiciens, donc c'est pas un grand écrivain, je dirais, sans vouloir le penser. Mais par contre, voilà, il y a des choses très intéressantes qui sont dans cette théorie. Et il a écrit, voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire un système beaucoup plus équitable.
Et ça a été ensuite mis en pratique par des informaticiens bénévoles sous forme de logiciels libres. Donc les principes fondateurs de cette monnaie, c'est qu'elle va être, on va avoir une égalité de tous devant la création monétaire. Donc cette fois-ci, on ne va pas créer de l'argent avec du crédit et avec de la dette, mais on va le créer autrement. On est basé sur l'espérance de vie des humains pour le développement de cette monnaie-là. Et puis, on a la liberté de donner de la valeur à ce que l'on souhaite dans cette monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché établi qui va diriger et définir les prix. Et donc, il y a une liberté individuelle et collective de mettre de la valeur là où on veut qu'il y en ait, quoi. Et il n'y a pas possibilité de contrôler, de prendre le pouvoir par cette monnaie. Contrairement à la monnaie qu'on a connue jusqu'à présent, où par exemple, même dans les systèmes féodaux, c'était le roi qui frappait monnaie, quoi. C'était réservé à ceux qui ont du pouvoir, et vous ne pouvez pas, si vous falsifiez, vous risquez énormément, quoi. Vous pouvez on couper des têtes pour ça, quoi. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse, mais donc c'est une monnaie qui va donc être équitable pour la création monétaire et stable dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir une stabilité sur plusieurs générations, et ça c'est intéressant. Alors ses caractéristiques, c'est qu'elle est numérique, c'est une monnaie virtuelle, c'est pas des billets qui circulent, c'est une monnaie sur Internet. Elle est sécurisée, on va voir comment. Elle est décentralisée et avec un code public. Code public, ça veut dire qu'on peut tous aller voir comment ça fonctionne. Et ces caractéristiques-là sont assurées grâce à deux choses, ce qu'on appelle la toile de confiance et la blockchain. Alors la blockchain, donc voilà, il y a trois choses qui sont importantes pour la monnaie libre, donc c'est la création monétaire, la toile de confiance et la blockchain. Alors la blockchain, c'est quoi? Une blockchain, en fait, c'est une nouvelle technologie qui a été inventée il y a quelques années par des gens qui faisaient de la recherche dans la cryptographie, c'est-à-dire les systèmes de sécurité, de cryptage. Et il a inventé ce système-là qui est donc une chaîne de blocs. Blockchain, ça veut dire chaîne de blocs. Et dans chaque bloc, on va avoir en fait les informations relatives à ce qu'on veut stocker, quoi. Et ces chaînes de blocs, elles vont être distribuées sur plein d'ordinateurs. En fait, il y a tout un tas d'ordinateurs en réseau qui ont cette blockchain, qui sont reliés à cette blockchain, et du coup, on a un truc décentralisé et répliqué sur tout le réseau, et du coup, dès qu'il y en a un qui est modifié, il va voir les autres, et on voit, est-ce que c'est pareil dans les autres? Si c'est pas pareil dans les autres, ça veut dire que c'est pas vrai ce qu'il a fait, quoi. Enfin bon, j'explique très très mal là, je suis désolé, mais en gros, voilà, la blockchain, ça permet d'avoir un système de certification qui est décentralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les banques qui certifient que vous avez fait des virements, que vous avez payé par chèque, etc. Ça passe par la banque, donc ça centralise toutes les données, et c'est elle qui certifie que l'argent que vous avez sur votre compte, il est bien issu de transactions régulières, quoi. Là, pour la blockchain, c'est complètement décentralisé. Il n'y a pas un acteur qui a toute l'information et qui certifie que cette information est vraie. L'information est vraie parce qu'elle est partagée entre tous les ordinateurs. En gros, pour une monnaie, parce que la blockchain peut s'appliquer à plein de choses. On peut certifier ce qu'on veut, mais là, en l'occurrence pour la monnaie, en fait, la blockchain, elle sert de livre de compte. C'est-à-dire que